Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la 4e journée de course du côté de la course des caps, du côté de cette épreuve de la catégorie IMOCA. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures. Un mot pour qualifier ces 24 dernières heures, ça a bombardé sévère du côté des badauds de tête et ça a fait plaisir aux concurrents. Enfin que ça accélère, parce que c'est vrai que c'était jusqu'à maintenant un petit peu compliqué en termes de vitesse. Alors là, on est passé de la première à la 5e et sans faire deuxième, troisième, quatrième, quoi. 1-5 d'un coup au niveau de la vitesse des bateaux. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Souvent, c'est que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces 24 dernières heures. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez rajouter la petite cloche également. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné là également, parce que des fois, YouTube fait des petites feintes. On va revenir déjà quand même sur l'actualité d'hier. Et cet abandon de Fabrice Amedeo, qui a fait un petit peu polémique quand même. Alors, je vous en avais parlé hier, je vous avais dit que c'était un abandon un petit peu farfelu. Ça n'a pas été vraiment apprécié du côté de la classe des IMOCA, du côté de certains autres marins. Très clairement, du côté de la presse sportive, il y a eu aussi pas mal d'incompréhension. Pour tout vous dire, moi je trouve que c'est une mauvaise attitude parce que enfin voilà, pour les sponsors, je trouve que c'est vraiment pas top. Et il faudra voir s'il n'y aura pas des conséquences du côté de Fabrice Amedeo, mais ça n'a vraiment pas plu. Je suis pas sûr que ça a plu à la classe IMOCA et à la direction de cette classe IMOCA, cet abandon, je rappelle. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, que Fabrice Amedeo a abandonné parce qu'il avait des obligations à terre et que la course allait prendre trop de temps. Voilà. C'est particulier quand même. C'est la première fois que je pense que l'on voit ça. Je pense que les obligations, on aurait pu prévoir un petit peu avant, de les mettre après. Et, on a du mal à comprendre pourquoi il a pris le départ de cette épreuve. Donc il a abandonné. Il y en a un qui est content dans cette situation-là, c'est Zalbosch Veres, même si je pense qu'il aurait préféré avoir un bateau équivalent au sien pour s'étalonner. On regarde un petit peu la situation pour le moment du côté des bateaux. On contourne le haut de l'Écosse, donc on est sur la portion la plus haute pour le moment de la course à ce moment-là. Deux bateaux ont passé le cap, le trophée vulnérable, qui est le cap le plus haut. C'est le bateau vulnérable et Sam Goodchild. L'arrière de la flotte, lui, est en train de passer cette porte, en sachant qu'il y a également encore des concurrents qui n'ont pas passé la porte précédente, donc Mr. Goodfish, qui était la porte précédente. Et puis ensuite, il restera encore deux portes à franchir, le trophée sans cravate, et donc l'arrivée du côté de Boulogne pour la fin de la course. Fin de course qui sera pas si évidente que ça quand on regarde un peu les prévisions météo. On voit que le vent va pas être si fort que ça. Et puis ensuite, il y aura pas mal de navigation contre. On voit aussi que pour les derniers bateaux, et notamment notre ami Zalbosch Veres, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de vent pour lui. Donc il va falloir bien préparer tout ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas encore un retour de l'arrière? Peut-être pour certains concurrents. Mais il faudra quand même être efficace. Et si on regarde la situation dans 2 jours, ensuite on aura du vent fort mais stable jusqu'à l'arrivée normalement du côté de Boulogne. Si je regarde même dans 72, ça va peut-être se calmer pour les derniers. Je pense que vraiment, là, si vous êtes à partir de Charal, je pense que la victoire, faut déjà l'oublier. Ça sera plus jouable pour vous, malheureusement. On regarde les petits trophées. Il y a eu donc le trophée Skogal
eh bien, c'est Sam Goodchild qui est passé en tête sur ce trophée. Non, c'est pas Sam Goodchild, pardon, qui a fait le meilleur temps. Si on prenait le temps de ce trophée-là, du Fastnet, pardon, à là. C'est Benjamin Dutreux, Arnaud Boissière qui a fait le meilleur temps devant Charal et Massif. Samantha Davis 4e devant Teamworks. Et on voit, hein, Holcim PRB, Vulnérable, eux ont perdu du temps sur cette portion-là. Et puis du côté de Mister... du côté de Mister Goodfish... Non, je voulais pas afficher ça, mais bon, je pense qu'il va pas me l'afficher encore parce que tous les concurrents ne sont pas passés. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Mais le trophée Vulnérable, c'est bon. Et le trophée Goodfish, voilà, le trophée Bermude, donc c'est celui-là. Eh bien, le trophée Bermude, pour le moment, c'est Vulnérable qui a le meilleur temps devant Massif. On voit quand même une belle différence, hein, 1h20 de mieux pour Vulnérable par rapport à Massif. Et Elodie Bonafou 3e devant Will Harris et Holcim. Eh bien oui, parce que comme la vitesse a augmenté du côté des bateaux, les écarts ont augmenté légèrement pour certains concurrents. Et l'écart s'est réduit par contre entre les deux bateaux de tête. On va y revenir, mais derrière, c'est vrai qu'on a des différences maintenant importantes pour le podium et aussi en dehors du top 5 où les écarts se sont largement agrandi. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures du côté des deux bateaux de tête. On va suivre ça, on va se mettre sur Sam Goodchild. Sam Goodchild, il y a 24 heures, donc aux alentours de 24 heures, on était à peu près ici, voilà. On était à peu près là quand on avait fait la vidéo hier. Donc il a continué à prendre un petit peu d'avance sur les bateaux poursuivants en tout début de nuit. Et puis ensuite, vous voyez, Vulnérable a fait une grosse remontée. Alors là, on va se mettre du côté du bateau Vulnérable. Hop, ça va être plus intéressant. Vulnérable, donc hier quand on avait fait la vidéo, Vulnérable était 4e. Je vous avais dit, il est dans des conditions qui ne sont pas forcément intéressantes. Ce n'est pas forcément les conditions favorites du bateau. Et puis la situation a changé. La situation a changé car on est arrivé dans du vent portant. Et je vous avais dit, ce bateau-là, il a été conçu pour le portant et il adore le portant. Et bien ça s'est encore vu. Il a dépassé dans un premier temps Holcim PRB qui pourtant est plutôt efficace dans ces conditions-là. Et puis surtout, il est revenu sur Elodie Bonafou assez vite. Ça, c'était donc pendant la nuit. Et alors, la remontée sur Sam Goodchild, il avait quand même quasiment 40 000 de retard. Et là, vous allez voir, la remontée sur Sam Goodchild, et bah oui, vent portant. Et là, tout de suite, avec du vent dans la bonne direction, et bien ça fait que ce bateau va très très vite. Ce qui fait qu'il a voilà, repris quasiment 3 heures de retard et 2h30 de retard qu'il avait hier. Là, on est, je dirais pas revenu à match nul, mais quasiment. Hein, Sam Goodchild n'a plus que 7 000 d'avance sur Vulnérable. Pour tout vous dire, la vitesse de Vulnérable quand même hier, sur 24 heures, 475 000, ce qui est vraiment très bien, contre 446 000 pour Sam Goodchild, ce qui est déjà une bonne vitesse. Mais ça montre quand même que Thomas Ruyant a été extrêmement rapide dans cette fin de portion le long de l'Écosse notamment. Et c'est là où il a été extrêmement efficace, Thomas Ruyant. Dommage pour lui, c'est que maintenant il n'y aura plus de vent portant. Donc normalement, du côté de Vulnérable, on devrait reperdre du temps par rapport à Sam Goodchild. Et donc l'équipage, je pense, va cravacher désormais pour essayer de garder le contact avec Sam Goodchild et ce bateau Massif Santé Prévoyance. Surtout que Sam Goodchild, c'est un très bon skipper, mais il doit faire avec un bateau qui n'a pas été conçu pour lui. Il doit faire avec un bateau qui a été conçu pour Charlie Dalin, alors que Thomas Ruyant, c'est un bateau qui a été conçu pour Thomas Ruyant. Donc ça peut faire une petite différence dans des conditions un petit peu plus tactiques, où il va peut-être un peu moins connaître le bateau, même s'il a des gens qui sont de l'équipe de Massif. Voilà, peut-être qu'il aura un peu plus de difficulté à trouver les bons réglages. Et ça peut faire vraiment des différences, surtout quand on est sur une course comme ça qui reste assez courte en termes de kilométrage. Troisième
toujours Elodie Benafou. Alors on savait que l'équipage était costaud, hein. Yann Eliès, encore une fois, Bidégory, c'est du costaud. Mais on est quand même sur un bateau neuf, même si c'est un sister ship, même si de base Massif n'a jamais eu de problème. C'est un bateau qui n'a jamais eu de problème technique, hein. Massif, l'abandon qu'il avait eu, c'était parce que Charlie Dalin était malade. C'est un bateau qui est très efficace, on le sait. Et là, pour le moment, ça se passe extrêmement bien du côté d'Elodie Benafou, qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors oui, elle a perdu du temps par rapport à Sam Goodchild et par rapport à Thomas Ruyant. Par contre, elle a réussi à s'échapper un petit peu de Holcim PRB. Hein, si on regarde voilà, au tout début de nuit, voilà, elle a réussi à s'échapper quand même d'Holcim PRB. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on voit que l'écart a augmenté et désormais, on a 10 000 nautiques d'écart entre les deux. Donc ça, c'est très intéressant. C'est Holcim PRB qui est peut-être un petit peu la petite déception du jour pour moi parce que c'est un bateau qui est normalement efficace dans ces conditions-là. On l'avait vu du côté du Vendée Globe sur le début de course où il avait été vraiment très bon dans des situations de vent et de mer assez calmes. C'est un bateau qui peut aller très très vite, où on peut bombarder assez efficacement. Et puis là, il n'a peut-être pas réussi à refaire la même chose. Alors c'est vrai qu'entre la solitaire et l'équipage, vous avez des bateaux qui sont peut-être un peu plus lourds du côté de l'équipage. Et puis, donc c'est peut-être plus difficile de trouver les bons réglages. Et puis, des fois, vous faites aussi des petites erreurs stratégiques ou de réglage. Vous ne pensez pas que le vent va être de telle ou telle manière. Je rappelle aussi qu'on est sur des cartes qui ont une précision relative au niveau de la météo. Donc parfois, on peut avoir des petits problèmes, des petites erreurs au niveau de ces cartes. Et en réalité, il a peut-être eu moins de vent que ses petits camarades. Mais forcément, ça s'éloigne un peu du côté d'Holcim PRB. Et puis quand on voit les conditions qui suivent, récupérer 60 000 de retard, ça ne va pas être si facile. Will Harris, bon, il avait pris lui un peu de retard parce qu'il était passé par une zone de transition. Ça va un peu mieux hein, pour Will Harris. Là, on voit hein, qu'il a fait 448 000. Donc, c'est-à-dire quasiment autant hein, que Sam Goodchild et quasiment autant que Elodie Benafou. Donc, sur des situations comme ça, il n'est pas loin de la référence du bateau le plus polyvalent qui est Massif. Donc là, c'est plutôt très intéressant pour Will Harris. Le bateau va vite avec Will Harris. Je dirais que c'est un bateau qui a été conçu pour l'équipage aussi. Hein. Malaysia, il avait été très bon sur la course sur la Volvo Ocean Race. Il avait, la Ocean Race, parce que maintenant il n'y a plus Volvo comme sponsor depuis au moins 10 ans. Mais il avait été très efficace ce bateau-là. Et il n'avait pas réussi à rééditer sa même performance en solitaire parce que c'est un bateau qui est plus difficile à emmener à 100% de ses capacités. Donc là, avec un équipage, ça fonctionne plutôt bien. Du côté de Charal, alors on a dépassé Justine Métro. Justine Métro, elle s'est empêtrée dans les côtes écossaises. Hein. Vraiment, elle a perdu beaucoup de temps. Je pense qu'on a fait une erreur stratégique du côté de Justine Métro. Peut-être qu'on a voulu réparer quelques problèmes techniques aussi. Charal, le problème c'est qu'il paye son mauvais départ, hein, tout simplement. Il a été à la traîne au début et on le voit hein, sur des courses comme ça de voile. Un mauvais départ, souvent ensuite vous avez du mal à rattraper désormais la situation. Le départ devient de plus en plus prépondérant avec ses IMOCA. Et on le voit avec Charal, il est passé dernier de la première bouée. Certes, il est bien remonté ensuite, hein, la fameuse bouée de dégagement, il est bien remonté ensuite, mais le temps qu'il a perdu sur cette première heure et demie de compétition, eh bien, c'est du temps qu'il n'arrive pas à rattraper et l'écart s'agrandit de plus en plus pour Jérémy Bayou parce qu'il s'est retrouvé aussi à un moment dans des conditions de vent qui étaient un peu moins bonnes que ses camarades et à un moment, ça se paye cash pour Jérémy Bayou. Donc Justine Métro, la grande perdante du jour, on va regarder ces 24 dernières heures. Hop, on revient hier à 15h. Vous voyez, donc là à 15h, elle était 6e. Alors Will Harris commençait à s'échapper, il y avait une dizaine de milles entre les deux. Et puis là ensuite, eh bien voilà, on passe au trophée d'après, elle perd pas mal de temps par rapport à Jérémy Bayou. Et ensuite, l'écart se stabilise dans un premier temps avec Jérémy Bayou. Et Jérémy Bayou arrive à passer sous elle, voilà, par l'est.
Et là, après, elle s'est vraiment, je trouve, empêtrée dans ses trajectoires ici. Elle n'a pas réussi à s'en sortir. Elle est passée très proche des, voilà, des côtes. Je pense qu'elle essaye de... Voilà, elle s'est un peu ratée à ce moment-là. On voit que même en termes de vitesse, hein, donc 391 000, Initiative Cœur a été plus rapide. Et pourtant, Initiative Cœur n'est pas le bateau le plus performant de la classe. Jérémy Bayou, qui est pourtant est plus lent que Sam Goodchild, que Lodi Bonafou, un petit peu plus rapide que d'autres bateaux, on voit que un peu plus rapide, enfin au niveau de la vitesse, il est pareil que Luneven. Après, c'est marrant, ils ont fait leur course ensemble hein, sur le Vendée Globe avec Nicolas Luneven pendant très longtemps, donc c'est pas une surprise. On sait que c'est deux bateaux qui sont très proches en performance. Mais voilà, du côté de Justine Métro, elle s'est un peu empêtrée. Alors je rappelle que Justine Métro, c'est Charal 1 et l'autre bateau, c'est Charal 2. Mais je pense qu'elle s'est empêtrée là dans cette zone-là en termes de trajectoire. Parce qu'on voit hein, que ça soit Initiative Cœur et Benjamin Dutreux, eh bien ils reviennent sur elle. Benjamin Dutreux dépassé par Initiative Cœur, qui a fait plutôt une journée intéressante, à 410 000. Là aussi c'est sa meilleure journée du côté du bateau de Samantha Davis et de Violette d'Orange. Et donc vous avez la Micaline en 9e position. Et puis donc notre ami hongrois qui est pour le moment un petit peu plus loin, hein. Il est à 336 000, mais forcément avec un bateau comme ça à dérive droite, qui n'est pas le plus rapide de la classe, hein, déjà des bateaux à dérive droite, eh bien vous ne pouvez pas vous en sortir dans ces conditions-là par rapport au foiler. Et on voit hein, du côté de Verres, eh bien on a du mal à tenir le rythme, à tenir la cadence, et là pour le moment c'est compliqué pour le Hongrois. Et du côté de Benjamin Dutreux, Arnaud Boissière, aussi on peut le dire, pourquoi ils sont peut-être un petit peu moins rapides là en ce moment. Eh bien tout simplement c'est un bateau de génération 2016-2017 au niveau du Vendée Globe, donc c'est un bateau qui va bientôt avoir 10 ans tout simplement, qui a peut-être même déjà 10 ans, ce bateau la Micaline. On n'a pas forcément des foils aussi performants et une étrave aussi performante que pour les autres concurrents. Et comme là on n'est pas en solitaire. En solitaire, on peut faire des coups tactiques. On ne mène pas les bateaux à 100%. Donc, même si on a un bateau qui est un peu plus long, on arrive peut-être un peu plus à niveler l'écart de performance. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on voit que quand on est à 100%, ces bateaux-là de la génération 2016 eh bien, sont désormais des bateaux qui ont du mal à suivre la cadence. Il faut bien le dire. Bon, et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il y a les vidéos Tour de France qui commencent à sortir. Demain, encore une fois, on sera sur la course des caps. Ensuite, ça sera peut-être plus compliqué de faire un débrief samedi ou dimanche. On fera peut-être un débrief pas à la même heure. Bon, voilà, j'essaierai de voir comment je me débrouillerai du côté de cette course des caps. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!